Lors du panel américain, pour le moment avec Raphaël Jacob et avec Catherine Loubier. Michel va probablement se joindre à nous au cours des prochaines minutes. Mais d'abord, bonjour à vous deux, bonne fin d'après-midi. Bonjour. Bonjour. Il y a un incontournable aujourd'hui, c'est cette rencontre qui va se tenir mardi à la Maison-Blanche entre Mark Carney et le président américain. Ce sera la première rencontre officielle. On va l'écouter d'ailleurs parce que M. Carney parle quand même d'un bon défi devant lui. Je ne veux pas négocier au public, en effet. Il y aura des discussions difficiles en ce qui concerne, par exemple, les tarifs, selon nous, les tarifs de fentanyl. C'est pas clair pourquoi ils sont encore en place. Mais ce sera une négociation complexe. Négociation complexe, Raphaël? Complexe et imprévisible. C'est très difficile de savoir. Vous l'avez, ce mot-là? Bien, c'est facile. En fait, il est tellement facile à utiliser qu'on peut faire une prédiction facile. On va l'utiliser pour les 3 prochaines années et 8 mois. Bon, mais qui compte? On va s'y faire. On va devoir s'y faire parce que peu importe ce qui se produit mardi, sans faire dans la spéculation, tout va être assujetti à changement en vertu du style de gestion de M. Trump qu'on voit depuis maintenant 102 jours. Donc, on peut annoncer tout comme on peut annoncer rien, peu importe ce qui découle de cette rencontre-là, encore une fois, je le répète, pourrait changer le lendemain, le surlendemain. Donc, ça rend le tout, oui, difficile, à la fois d'un point de vue de négociation et d'un point de vue d'analyse. Comment l'équipe de Mark Carney doit le préparer et se préparer, Catherine? Bien, mon collègue l'a dit, c'est très volatile. Donc, traditionnellement, moi, j'ai eu l'occasion de préparer la première rencontre George Bush et celle Obama. Écoutez, on se prépare, il y a de l'échange entre les fonctionnaires là, avant, souvent pas longtemps avant, parce que des fois, ça se décide à la dernière minute, mais il y a un agenda qui est là, c'est le format aussi, parce que c'est une bilatérale serrée, +1, +2, pas beaucoup de caméras, aussi c'est élargi, est-ce qu'on veut vraiment... on se rappelle de la rencontre avec M. Zelensky, quelque chose de très public ou non, puis est-ce qu'il va y avoir une séance de travail? On se prépare en sachant... et M. Carney l'a évoqué aujourd'hui. Qu'est-ce que M. Trump veut? Il veut un équilibre commercial, des dépenses en défense. Et il y a ces tarifs punitifs-là liés à la frontière et au fentanyl. Le Canada a fait beaucoup sur ça. Est-ce qu'il va être plus flexible à cet égard-là? Mais aussi, qu'est-ce que le Canada veut apporter à la table pour représenter les Canadiens? Donc, avec quoi on veut repartir finalement? M. Carney a dit, moi, je suis bien prête à collaborer sur l'énergie, sur les minéraux, etc. Mais j'ai aussi d'autres partenaires dans le monde avec qui je peux danser pour ça. Puis finalement, tu sais, qu'est-ce qu'on veut comme ton et comme mot? Hein? Quels sont les mots principaux? Ça a l'air un peu simpliste ce que je dis, mais c'est très important parce que on l'a vu, M. Trump peut se revirer de bord puis publier sur les médias sociaux quelque chose de différent. On va... Oui, Raphaël? Très rapidement, oui, il faut aussi ajouter, Catherine faisait allusion il y a un instant, à la complexité additionnelle d'un point de vue canadien dans la mesure où, contrairement à la plupart des autres pays du monde, il n'y a pas simplement, et je le mets entre guillemets, simplement la question des tarifs punitifs ou réciproques, peu importe quel tournure de phrase on va utiliser. Il y a les fameux premiers tarifs qu'on avait annoncés sur le fentanyl. Donc, est-ce qu'on peut se débarrasser de un sans l'autre? Tout ça, c'est un sacré casse-tête pour M. Carney. Pas que je ne voulais pas vous entendre, mais Michel Sauger est arrivé. On va l'accueillir avec nous. Bonsoir, bonjour, bonne fin d'après-midi, Michel. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos attentes face à cette rencontre, première rencontre en tête-à-tête entre le président Trump et Mark Carney? Il est difficile de prévoir quoi que ce soit devant quelqu'un d'aussi imprévisible que M. Trump. Je pense que mes collègues ont déjà dit ça. Mais j'imagine que la partie canadienne a fait ses devoirs, est allée au maximum de ce qu'il pouvait avoir d'informations du côté de M. Trump. Et j'imagine qu'il y a une espèce de prérequis, là, la blague du 51e État suffisamment roulée, là, est plus drôle. Si M. Carney peut juste commencer la négociation, il l'a dit aujourd'hui en conférence de presse, attendez-vous pas à la fumée blanche. Hein? Alors, c'est pas ça, c'est pour le pape, c'est pas pour cette négociation. Ici, ça va prendre du temps, mais c'est le premier pas, c'est la prise de contact plus formelle, même s'ils se sont déjà parlé. Alors, chaque partie va mettre ses choses sur la table, mais on s'attend pas à ce que tout le monde sorte de là en disant on a tout réglé. Là, ce ne sera pas le cas. Et ça va être une négociation qui va prendre du temps, c'est certain. Vous parlez du 51e État qui avait finalement été un des sujets de la première rencontre téléphonique, puis M. Carney l'avait un peu caché, on l'a dit en campagne électorale. Mais là, il invite le roi Charles III
pour le discours du trône. Puis il dit, bien, clairement, on veut envoyer le message que le Canada, il est souverain. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, Catherine? Bien, il fait référence au peuple fondateur, hein, les Britanniques, les Français, les Autochtones. Et là, il se dit, ça vaut peut-être les avantages que j'ai de faire ça, puis de faire dos rond devant les Américains en disant, on a une histoire, on a nos institutions, on ne sera pas le 51e État, puis on a des alliés dans le monde, et peut-être plus grand que le désavantage de faire fâcher les souverainistes au Québec. Et donc voilà, mais c'est très solennel, hein, pour ceux qui sont moins familiers, le discours du trône, c'est en chambre, chaque mot est pesé, c'est analysé, ça lance un message au monde. Et donc, je pense que c'est la couleur qu'il a choisie, lui, comme premier ministre, pour lancer son gouvernement, finalement. Je sais. Il y a deux choses là-dedans. La première, c'est une façon de dire aussi, nous sommes un pays très différent du vôtre. On n'est pas les États-Unis, on a nos propres institutions. Et parmi les institutions, il y a la monarchie qui fait pas l'unanimité. La méchante blague qui court aujourd'hui, c'est qu'il a invité le prince Charles pour être sûr qu'il y a du français pendant la cérémonie, parce qu'avec Mme Simon, il n'y en aurait pas eu. Mais cela dit, ça reste un symbole. Puis un symbole, bon, ce serait un peu exagéré de dire un symbole d'indépendance du Canada, mais un symbole qu'on n'est pas dans le giron américain complètement. Et je pense que c'est ça qu'il a voulu faire. Et c'est le symbole qu'a voulu utiliser M. Carney. Parlons budget, Raphaël, budget américain. En fait, on a déposé là, les demandes, les ébauches. On parle de beaucoup d'argent, des coupes de 163 milliards. Santé, éducation, entre autres, environnement, sécurité sociale, mais des hausses de dépenses en défense, entre autres choses. Oui, je vous dirais que le mot le plus important, sans doute, que vous venez d'utiliser, Catherine, c'est le mot « demande ». C'est-à-dire qu'il y a, et c'est intéressant parce que ça envoie ce que Michel mentionnait il y a un instant, la différence plutôt entre les institutions américaines et canadiennes. Lorsqu'il y a un budget qui est présenté au Canada, au Québec, peu importe, de notre côté de la frontière, le budget est présenté et normalement, il est adopté tel quel. La demande n'est pas vraiment une demande, c'est une imposition de budget. Aux États-Unis, c'est une proposition. Le président suggère un budget au Congrès et après coup, c'est à ce dernier de déterminer si on l'adopte et si oui, à quelle mesure. Il faut réaliser que dans le contexte américain, justement, il faut remonter non pas des années, mais des décennies pour voir le dernier véritable budget qui a été adopté par un Congrès américain. Autrement dit, ce qu'on fait, c'est qu'on finance à coût de 2 semaines, 3 mois, 6 mois les opérations continues du gouvernement américain. Le processus, il est complètement sclérosé, complètement dysfonctionnel. C'est pas attribuable à une seule administration ou à un seul parti. Mais ce que ça devrait mettre en relief, je crois, c'est qu'il y a un sacré gouffre entre ce que M. Trump voudrait qu'il soit légiféré en matière budgétaire et ce qui risque de se produire au final. Donc, il faut prendre tout ce qu'on entend présentement avec un énorme grain de sel. Est-ce qu'on doit dire heureusement, alors? Si vous me posez la question, dépendant de votre perspective, évidemment que la réponse peut être oui ou non. Est-ce que ça risque, encore une fois, de mettre à l'avant-plan, c'est à quel point ce type-là, depuis les 3 derniers mois, les 3 premiers mois de sa nouvelle administration, a beaucoup plus de difficultés à gouverner que ce qui était escompté à première vue, là. Catherine? Oui, je pense que mon collègue a apporté les points principaux. Il y a aussi une augmentation significative, pas juste en défense, mais ce qu'on appelle le Homeland Security, la sécurité interne. Justement, cette opération-là pour sortir les migrants illégaux, les criminels. On parle d'une augmentation, je pense, de 60 quelques %, c'est énorme. Et il y a des coupes aussi dans l'agenda vert, dans l'agenda de l'énergie verte pour remplacer ça par le développement des combustibles. Et ça, il faudra voir parce qu'il y a 2,5 milliards de dollars là-dedans et il y a des projets qui sont en cours. Donc, la pression ne viendra pas juste du Congrès, elle va venir aussi des gens qui sont derrière ces projets-là puis qui ont commencé à dépenser de l'argent. Et l'autre défi, c'est le défi d'Elon Musk. Il a dit, si je ne me trompe pas, qu'il couperait à peu près 150 milliards là, à partir de la fin septembre dans la prochaine année. On le sait, on l'a entendu, les programmes de USAID, le FEMA, il va couper dans les programmes inutiles. Et donc, il y a eu beaucoup d'attention médiatique là-dessus. Il y a beaucoup d'attentes, mais beaucoup d'enjeux aussi à couper des postes et des programmes, c'est certain. Donc, c'est un exercice. J'ai hâte de voir le Congrès débattre de ça. Ça va être super intéressant de voir comment les démocrates vont peut-être reprendre du poil de la bête sur les discussions budgétaires. Michel?
Justement, là-dessus, il y a déjà 3 sénateurs républicains qui sont parmi les plus influents dans le processus budgétaire qui ont dit non, ce budget-là ne fonctionne pas. Mais Raphaël a tout à fait raison. Les budgets, c'est une œuvre quasiment de fiction aux États-Unis. Je me souviens qu'un jour, dans un des budgets de Ronald Reagan, il avait été apporté au Congrès, parce qu'il y a une petite cérémonie, il avait été apporté dans une ambulance pour montrer qu'il n'était pas déjà mort. Alors, ça vous donne une idée du sérieux que, même si l'exercice est très sérieux, le budget qui va sortir n'est pas celui qui est entré, c'est très évident, mais celui-là a vraiment beaucoup d'adversaires au Congrès. Puis le pouvoir de la bourse y appartient au Congrès. Alors, moi, je pense... c'est une liste de souhaits, mais comme toutes les listes de souhaits, on n'a pas tout ce qu'on veut là-dedans. Parlons de Mike Waltz, la rumeur qu'il le renvoyait. Finalement, il n'est pas renvoyé du tout. Il est envoyé à l'ONU, Catherine. Bien, c'est une démotion, en fait. Hein? On le sait, Mike Waltz s'était pris dans cette histoire de Signal Gate où il avait inclus un journaliste dans un échange sur les tirs au Yémen. Mais c'est pas juste ça, là. C'est aussi le talon d'Achille de M. Trump. C'est ces 100 jours, là, il a réussi sur l'immigration, mais sur les affaires étrangères, puis arrêter les guerres à un claquement de doigts, là, c'est pas tout à fait un grand succès. Donc, je pense que ça lance un signal qui va reprendre ça plus sous lui, il va suivre ses propres instincts dans ses objectifs en affaires étrangères. Et puis aussi, il fait le ménage un peu dans les conseillers qui ont été critiqués par le mouvement MAGA. C'est le cas de M. Waltz et de son sous-secrétaire, ou je ne sais comment on l'appelle, M. Wang, je pense, cette fameuse Lara Loomer, cette fameuse journaliste un peu, qui est très connectée au mouvement MAGA, avait dit, il est connecté aux communistes. Donc, on fait le ménage. Mais il reste aussi son conseiller qui était Magna. C'est un envoyé spécial là, du secteur immobilier qui, lui, est comme un peu politique. Hein? Il est moins dans un rôle officiel que M. Rubio, qui est un peu le gars qui est un peu plus raisonnable. Mais là, on a Witkoff, qui est un envoyé spécial qui a parlé à la Russie, l'Iran et à Israël. Donc, je pense qu'il gouverne un peu avec des gens qui sont très officiels puis des gens qui demeurent assez politiques en matière d'affaires étrangères. Et là, il faut qu'il reprenne ça, là, lui-même, les 2 mains sur le volant pour pouvoir livrer la marchandise là-dessus aussi. Raphaël? Il y a tellement à dire là-dessus. C'est fascinant. D'abord, avant tout, pour la question du personnel dans ce cas-ci. Ouais. Ce qu'il faut réaliser, qu'on comprend peut-être un peu moins de notre côté de la frontière, c'est qu'il y a un réel schisme au sein de cette administration-là sur les questions de politique étrangère. Donc, M. Rubio et M. Waltz représentent largement la vieille orthodoxie, je le mets en guillemets, républicaine, plus interventionniste, plus farouche à l'endroit notamment de la Russie, alors que le mouvement MAGA, comme l'appelait Catherine il y a un instant, on peut penser notamment à J.D. Vance, a des positions qui sont différentes. Ça va être intéressant de voir qui M. Trump, au final, pas sur une base intérimaire, mais sur une base plus permanente, choisit pour remplacer M. Waltz. Je parle de permanence. Y en a-t-il vraiment lorsqu'on sert au sein d'un cabinet de M. Trump? On se parle du poste de conseiller à la Sécurité nationale. Ça aussi, c'est important de le comprendre. C'est pas simplement un conseiller comme un autre. Le conseiller à la Sécurité nationale, c'est un membre du cabinet. Il dirige notamment le Conseil national sur la sécurité, l'Agence nationale de sécurité. C'est plus gros que la CIA. Et c'est un poste qui existe depuis les années 50, depuis l'ère Eisenhower. Et normalement, parce que c'est un poste qui est évidemment extrêmement puissant, influent et convoité, quand on y est nommé, on reste pour la durée du mandat présidentiel. Regardez le dernier conseiller qu'on a eu avec M. Biden, M. Sullivan, il est resté pour les 4 années. Or, M. Trump, dans son premier mandat, a eu non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4 conseillers à la sécurité nationale distincts. Le premier, M. Flint, avait duré 22 jours. Là, on commence le 2e mandat. Son premier nouveau conseiller, M. Waltz, va avoir duré 101 jours. 101 jours. Ça en dit beaucoup, non pas tant sur le conseiller en tant que tel, mais sur le style de gestion du président des États-Unis. Michel? Et il faut ajouter à ça qu'il y a un problème de compétences de base dans les nominations de M. Trump. Il y a des gens qui ont été nommés. Le secrétaire à la Défense a été nommé parce qu'il avait été dans l'armée puis il était un bon remplaçant de week-end sur Fox News. Excusez-moi, là, mais avec tout le respect que j'ai pour tout le monde qui fait de la télévision, ça ne donne pas nécessairement les aptitudes pour devenir ministre de la Défense aux États-Unis. Mais ça, c'est un peu partout dans l'administration. Ouais. Alors, deuxièmement, M. Rubio, il y a une loi qui dit qu'il ne peut pas être conseiller à la sécurité nationale et ministre des Affaires étrangères.
Donc, c'est un intérim qui doit être très court parce que la dernière fois qu'on avait eu ça, c'était Henry Kissinger qui avait les deux postes et le Congrès avait jugé que c'était trop de pouvoir dans les mains d'un seul homme. Alors, c'est quelque chose qui ne peut pas durer très longtemps. Alors, on verra qui va nommer, mais il ferait bien de faire très attention à cette nomination-là plutôt que de la faire un peu rapidement comme il l'a fait depuis le début. Raphaël, ouais. Particulièrement dans un contexte où à l'interne, au sein du caucus républicain au Congrès, tout ce qui est en train de se passer, c'est inévitable, ça va faire de la pagaille. Pourquoi? Parce que la personne à laquelle on avait confié publiquement, officiellement en premier lieu, le poste d'ambassadrice à l'ONU, c'était Elise Stefanik. Et ce que Elise Stefanik et Mike Waltz avaient en commun, et on la voit présentement à l'écran, c'est d'être tous les deux membres de la Chambre des représentants. Ce qu'on a fait dans les dernières semaines, c'est essentiellement révoquer la nomination de Mme Stefanik, pas parce qu'elle avait fait une bourde, pas parce qu'elle avait en bon français foiré, pardonnez mon langage, comme M. Waltz a pu le faire dans son poste de conseiller à la Sécurité nationale, mais parce qu'on jugeait qu'on avait besoin d'elle à la Chambre des représentants, parce que la marge de majorité républicaine était trop faible. À cause des élections qu'on a eues, là. Notamment. Et donc, elle, on le sait, ça a été rapporté par plusieurs médias depuis les dernières semaines, elle était déjà extrêmement frustrée de ça. Imaginez ce que ça va créer de voir que le poste qu'on lui avait promis est donné à un type qui lui-même est un représentant à la base et qui se fait offrir ce poste-là parce qu'il a essentiellement, encore une fois, mal fait son travail dans le premier poste qu'on lui a confié au sein du cabinet de M. Trump. Il y a ça aussi au niveau de la dynamique interne. Michel parlait du style de gestion et des nominations faites peut-être un peu hâtivement par M. Trump. On va avoir les implications ici. Là. Mais est-ce qu'on sait qui il pourrait nommer, Catherine, pour remplacer M. Watt? Parce que là, c'est M. Rubio par intérim. C'est ce qu'on voit, là, mais... Oui, j'ai vu des rumeurs, mais pas rien de définitif. Comme je dis, je pense que la personne va être scrutée, ça c'est certain, là, avec tout ce qu'on vient de se dire maintenant. Mais je pense que c'est aussi un signal qui veut ramener les choses sous lui beaucoup plus, donc peut-être pas immédiatement là, pour une nomination. Et la nomination va devoir aussi être scrutée, là, je veux dire, ça va être intéressant. Et d'ailleurs, ça va passer devant le Sénat, cette affaire-là. S'il devient ambassadeur à l'ONU, M. Waltz, c'est parce que le Sénat va avoir voté pour sa confirmation. Qui dit vote en confirmation dit nécessairement au préalable audience en confirmation. Et qui dit audience en confirmation dit presque assurément, dans ce cas-ci, qu'on va ressortir à l'avant-plan, notamment... Questions, hein? Exact, beaucoup de questions, surtout sur le fameux scandale Signal. Donc, il n'y a personne au sein de cette équipe-là qui en sort gagnant présentement. Là. Donald Trump qui va fêter son anniversaire le 14 juin, qui va s'offrir une grande parade militaire, comme on voit en Russie, comme on voit en Corée du Nord, comme on voit en France aussi. D'ailleurs, il avait été impressionné par la France. Mais il veut aussi souligner les 250 ans de l'armée américaine. Qu'est-ce qu'on pense de ça, Michel? D'abord, il avait été très impressionné par le 14 juillet en France. Il avait dit, dans son premier mandat, j'en veux une, un défilé comme ça. Il avait appris, à sa grande stupeur, que les rues de Washington ne sont pas assez solides pour qu'on puisse y envoyer des tanks. Alors, ça l'avait vraiment déçu. Mais là, ça a changé? Mais le fait, je ne sais pas si ça a changé, mais le fait de faire ça le jour de sa fête, ça fait un peu comme le général Tapioca dans Tintin, là. Je veux dire, le dictateur d'Amérique du Sud, et puis le jour de sa fête, tout le pays se réjouit. Mettons que c'est pas la bonne optique et le bon message envoyé. Quelques secondes, Raphaël. Comment voulez-vous potentiellement, Catherine, que je batte en quelques secondes la référence à Tintin? La seule chose que je peux dire, en fait, en réponse à Michel de tantôt, il mentionnait qu'on n'allait pas avoir de fumée blanche suite à la rencontre entre M. Carney et M. Trump. Gardons en tête que dans la dernière semaine, M. Trump a ouvertement flirté avec la possibilité de devenir pape. Donc, tout est possible. Bon, vous voyez, vous avez le mot de la fin. Il faudrait qu'ils se convertissent avant. Raphaël, Michel, Catherine, merci. Bonne fin de semaine. Au revoir. Salut. Merci.